Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Sabrina Dahache, Féminisation de l'enseignement agricole, 2012. Odile Merklin, Parcours professionnel de femmes immigrées et de filles d'immigrés, 2012. Emmanuel Garrigue, Les héros de l'adolescence. Contribution à une sociologie de l'adolescence et de ses représentations, 2012. Antigone Mouchtouri, L'observation, un outil de connaissance du monde, 2012. Sophie Devineau, Le genre à l'école des enseignantes. Embûche de la mixité et levier de la parité, 2012. Julien Laurent, Le skateboard. Analyse sociologique d'une pratique physique urbaine, 2012. Sylvain Kerbouche, Le mouvement sourd, 1970 à 2006. De la langue des signes française à la reconnaissance sociale des sourds, 2012. Jacques Coenenhuther, Les paradoxes de la sociologie, 2012. Charlotte Leclercdafol, Pietro Germi et la comédie à l'italienne, cinéma, satire et société, 2012. Suzy Goutte, Robert Reparc. Itinéraire sociologique de Red Wing à Chicago, 2012. Isabelle Bianchis, L'alcool, Anthropologie d'un objet frontière, 2012. Loïc Jarnet, Figure de la rationalité dans les STAPS, 2012. Jean Ferrette, La société métallurgique de Normandie, Grandeur et déclin d'une communauté ouvrière, 2012. Aline Chamahian, Claire Lefrançois, Vivre les âges de la vie, de l'adolescence au grand âge, 2012. Sacha Leduc, Les ressentiments de la société du travail. La couverture maladie universelle, CMU, enquête de légitimité, 2012. Charlotte Boiteau, Violence, sécurité et territoire, 2012. Emmanuel Kenson, Une socio-histoire des relations formation-emploi, 2012. Avertissement. Cet ouvrage rassemble, en 2 tomes, les actes du colloque Lieux et liens, espace mobilité urbanité, qui s'est tenu du 26 mai au 2 juin 2009 au Centre culturel international de Cerisy, sous la direction de Catherine Espinasse, Yoka Minagai, Éloi Lemuel et Alain Milon. Ce colloque a bénéficié du soutien de la RATP, de SNCF Proximité et d'IDTGV, acteurs majeurs des mobilités auxquels nous adressons nos plus vifs remerciements. Ce colloque avait pour objectif de croiser les savoirs et les représentations des acteurs qui conçoivent les villes, les espaces de transport, les offres de mobilité et de ceux qui en assument la gestion, avec les pratiques quotidiennes et sensibles des habitants, des usagers, des salariés et des touristes. Le premier tome des actes du colloque traite de ce qui se joue dans les villes aujourd'hui, au travers des questions de gestion d'espace, de conception des transports, d'aménagement urbain. Il permet d'entendre essentiellement les questionnements, préoccupations et innovations de décideurs, d'acteurs et d'experts des mobilités, impliqués dans la conception et la gestion d'espaces urbains et de transport. Ce deuxième tome des actes du colloque traite en complément de l'importance des liens dans les rapports aux lieux, voire des liens qui inventent des lieux au travers des modes d'usage des espaces selon les temps, des intrigues quotidiennes dans les espaces publics urbains, de la mobilité comme lieu du lien, de l'amour devenu lui aussi mobile. Ces 2 tomes sont traversés par des bribes de liens issus d'observations dans les transports en commun franciliens, dont Catherine Espinasse et moi-même sommes les auteurs. Il s'agit de microdramaturgie du quotidien qui, entre les différentes interventions des participants à ce colloque, apporte une dimension sensible, fictionnelle et une note d'humour parfois. Ces 2 ouvrages ne seraient pas le juste reflet du colloque Lieux et liens, espace mobilité urbanité, qui s'est tenu à Cerisy du 26 mai au 2 juin 2009, si nous omettions de citer des chercheurs, concepteurs et artistes qui ont contribué à l'enrichir de leur présence, de leur création et de leurs paroles, Mireille Appel-Muller, déléguée générale de l'IVM qui nous a convaincus que La rue est à nous,
tous. Jacques-Joseph Braque de la Perrière, architecte et urbaniste, Manola Antonioli, philosophe et sociologue qui, à propos de Richard Serra, a abordé l'art de la déambulation, Cyril Burget, sociologue et artiste peintre qui a exposé 2 de ses œuvres, Patrick Corillon, artiste plasticien et écrivain qui nous a conté l'art de s'arrêter dans la ville, Jeanne Champion, artiste peintre et écrivain qui a exposé la face cachée de ses lieux de prédilection, Bruno Marsloff, sociologue, Alain Milon, philosophe et sociologue qui a suscité ce colloque, Marc Perelman, philosophe de l'esthétique qui a traité de la mobilité des corps et de la densité des espaces urbains, Catherine Roseux, réalisatrice de cinéma et du film projeté, 24 heures de la vie du bus. Ouverture. Éloi Lemuel. En écho au premier tome qui ouvre un espace de discussion aux concepteurs de lieux, interrogés dans leur capacité à susciter des liens, ce second volume tente une inversion du regard. Il nous invite à traverser les espaces qui articulent une ville, à en franchir les seuils et à ressentir l'intensité sensible qui les anime, en adoptant le regard de l'usager que chacun de nous peut être. Au fil des pages, c'est ainsi la nature des liens, distants ou disputés, d'évitement ou de frottement, indifférents ou bienveillants, qui est interrogée dans sa capacité à configurer des lieux. Le premier chapitre confronte les mobilités à l'épreuve du temps et des genres. Georges Amar nous invite à découvrir un nouveau paradigme de la mobilité, qui incite à penser espace, urbanité et mobilité comme création de liens, plutôt que franchissement de distance. Ces liens se nouent et se dénouent au rythme de l'expérimentation que font des millions d'acteurs de la ville au quotidien. Envisagés comme une dynamique de construction de l'urbain, les liens, quelle que soit leur forme, conduisent à repenser la notion même de lieu de manière sensible. Le temps de la nuit qu'explore Catherine Espinasse ou celui de la vieillesse, finement étudié par Marion Tillous, ne sont-ils pas autant que des moments, des espaces de vie à part entière définis par la spécificité des liens qu'ils engagent ? Le second chapitre aborde la question de l'urbanité entre conflit et hospitalité. Dominique Pagès l'a saisie sous l'angle de la dématérialisation des espaces qui s'accroît avec l'essor du numérique. Cette dynamique ne permet-elle pas de réinterroger par la pratique la question de l'hospitalité des lieux et de leur absence de forme ? Ou au contraire, les figures du trouble urbain que nous décrit Pedro José Garcia Sanchez de Caracas à Nanterre, n'appellent-elles pas l'invention de nouveaux lieux de confrontation et de concertation capables de coproduire des espaces où vivre ensemble ? N'est-ce pas finalement l'expérimentation quotidienne de la diversité des langages, des sensibilités et des formes urbaines, qui fondent des lieux d'urbanité, un lien complexe fait de confiance et de dispersion, de situation et d'intrigue, de justification et d'affrontement tels que décrits par Yann Renaud au cœur même d'une controverse parisienne sur les usages des espaces publics ? Le troisième chapitre se recentre enfin sur l'expérience sensible dans son aptitude à susciter l'apparition ou la disparition des lieux. Une figure coproduite par les lieux et les liens semble se substituer au couple civilité-urbanisme, degré minimal du vivre ensemble, celle des urbanités-citoyenneté, fondatrice des espaces publics tels que les a décrits le sociologue Isaac Joseph. Les formes mêmes de nos rencontres, émerveillées, inventives, constituées de petites sociabilités et de parler ordinaires, dessinent des réseaux métaphoriques au cœur des lieux que Jean-Paul Thibault s'attache à faire apparaître. Ces faisceaux sans cesse redéfinis et inaboutis sont dévoilés au cœur du métro de New York par Stéphane Tonla. Ils mettent en tension la mosaïque des espaces urbains entre confiance et émotion. Éloi Lemuel rappelle à ce propos que si l'urbain est le lieu du tissage par excellence, il s'agit là d'une dynamique fragile, en équilibre instable sur les lignes de partage du banal et de l'extraordinaire, de la dispute et du coproduit. Les intrigues quotidiennes de piétons ordinaires qu'Agnès Lévite interroge autour de la situation esthétique sont empreintes de cette vulnérabilité productive, qu'Antonin Segambato illustre au travers d'un court-métrage. La disparition d'un banc public, composante esthétique et romantique de la ville, entraîne en l'occurrence la disparition du lien créé entre un sans-abri et les habitants d'une rue. La disparition d'un lien se manifeste, parfois a posteriori, par la disparition d'un lieu. Chapitre 1 – Les mobilités à l'épreuve du temps et des genres. La mobilité comme lieu du lien. Le nouveau paradigme du transport urbain. Georges Amar, responsable de la prospective RATP. Résumé.
La mobilité urbaine croît, continuellement et partout dans le monde, mais cette croissance, pourtant créatrice de richesses, est de moins en moins soutenable. Rejet de CO2, pollutions diverses et congestion croissent, les financements publics se raréfient, l'équité sociale en matière de mobilité reste très imparfaite. L'enchérissement tendanciel de l'énergie provoque la saturation des réseaux de transport public. Tout cela constitue une puissante incitation à l'innovation, bien au-delà de ses domaines habituels. Tiré par la crise écologique latente de la mobilité et poussé par les technologies de l'information et de la communication, se produit sous nos yeux un véritable changement de paradigme. Une évolution profonde et simultanée des usages et des sensibilités, des outils, des acteurs et métiers, et finalement des valeurs de la mobilité urbaine. Le terme même de mobilité, qui s'est surimposé à ceux de transport, déplacement ou circulation, est un bon indicateur de cette évolution. On résumera l'esprit de ce nouveau paradigme de la mobilité, en disant que la mobilité est de mieux en mieux comprise comme création de liens plutôt que comme franchissement de distance. En termes d'innovation, l'accent longtemps mis sur la puissance de transit, vitesse, capacité, portée, se déplace sur des aspects jusqu'alors tenus pour second, les usages de la puissance plutôt que son seul accroissement, les interfaces et l'accessibilité, les lieux, la facilité d'usage, l'information, la relation et les services et de façon générale sur les aspects soft. L'information sous toutes ses formes devient un ingrédient essentiel des systèmes de transport. Bien au-delà de sa fonction classique de signalétique spatio-temporelle ou de mode d'emploi, elle est désormais le software d'un système dont les véhicules et les infrastructures sont le hardware. L'intelligence de la mobilité, distribuée au niveau de chaque personne mobile équipée de terminaux portables, va transformer en profondeur la gestion en temps réel de la mobilité. À côté des développements technologiques, la dimension de service vient au premier plan du métier de transporteur, au point de le redéfinir comme service mobilité, dont la finalité est l'empowerment du voyageur, accroissement de la maîtrise du voyageur sur sa propre mobilité. On voit ainsi se développer des services de pédagogie, mais aussi des services de voisinage et de mise en relation, qui valorisent les espaces-temps de la mobilité. Parallèlement, les lieux de la mobilité, dont le spectre va du point d'arrêt de bus ou la station vélo au pôle d'échange multimodal et multiservice, sont devenus en quelques années les véritables charnières des systèmes de transport où se joue une grande part de la qualité de service et de la valeur économique. Enfin, la mutation conceptuelle en cours porte sur la notion même de mode de transport. C'est l'émergence de la transmodalité, une nouvelle manière d'innover, qui affecte aussi bien les modes de transport publics que privés ou individuels, motorisés ou non. Au-delà des identités modales héritées, leur métissage ou mutation génétique constitue aujourd'hui un formidable champ d'innovation. Voitures partagées, vélos publics, pédibus, bus-métro, tram-train et bien d'autres sont les nouvelles figures du transport. La leçon de l'écologie, c'est que les êtres ne sont rien sans les relations qu'ils entretiennent avec les autres, avec les milieux dans lesquels ils vivent, avec leur environnement. La vertu du nouveau paradigme de la mobilité est de redécouvrir la valeur de la relation, dans le cadre d'une évolution générale des comportements et des valeurs, à laquelle Internet et les NTIC ont donné des ailes. Nous sommes entrés dans l'univers des échanges. Et ce n'est pas le moindre paradoxe que les puissantes technologies de la communication à distance aient aussi pour effet la redécouverte du local, du proche et du prochain, et induisent une reprise de pouvoir du consommateur citoyen sur les objets et services de son quotidien. L'innovation dans les transports n'a plus pour seul objet l'automatisation des processus, mais l'enrichissement des capacités d'interaction des individus, de la vie locale et des activités de proximité. Un nouveau paradigme émerge. Pour autant, les évolutions dans le monde du transport consistent souvent en une réécriture innovante du passé. Quel meilleur exemple que la réinvention du tramway ? Le transport de masse est lui-même à repenser dans le cadre du paradigme de la mobilité individuelle. C'est en s'appuyant sur l'intelligence massivement parallèle de l'ensemble des voyageurs que l'on pourra aborder autrement les problèmes de régulation des grands systèmes. Le champ d'innovation qui s'ouvre pour les transports urbains est lui-même de nature écosystémique. Moins préoccupé de solutions optimales uniques que de diversité dans les manières de se mouvoir et d'habiter,
d'innovation continue et d'apprentissage croisé. À l'écart du malthusianisme comme de l'insouciance, l'avenir de la mobilité est dans l'éloge de la diversité et le devoir d'invention. Vers un changement de paradigme, du transport à la mobilité, du transit à la reliance. Un changement de paradigme est en train de se produire sous nos yeux. Une évolution profonde et simultanée des pratiques, des logiques, des imaginaires de la mobilité. Elle se produit sur 3 plans, les usages et les valeurs, les outils et les moyens, les acteurs et les métiers du transport et de la mobilité. La mutation des usages et des valeurs. Du transport à la mobilité. Le glissement sémantique est significatif. La notion de transport exprime une certaine passivité de l'individu transporté. Elle met l'accent sur les flux, idéalement constitués de particules équivalentes. La mobilité, quant à elle, fait d'emblée appel à l'individu singulier et à son potentiel d'activité, bouger, choisir, combiner les modes. Changement d'imaginaire. Si l'automobile et le métro ont été les emblèmes du transport au XXe siècle, téléphone mobile et tennis, chaussures, sont ceux de l'homo mobilis fluide et connecté du XXIe. La mobilité est le mode de vie standard de la société contemporaine. Pourtant, la diffusion du mot mobilité est relativement récente. Il y a une vingtaine d'années, on ne parlait que de transport, déplacement, circulation ou trafic, le terme mobilité étant réservé à des usages spécialisés, médicaux ou sociaux. L'expression personne à mobilité réduite, PMR, reflète bien ces usages, mais aussi une compréhension de la mobilité comme attribut de la personne considérée dans sa différence. Être condamné à une mobilité réduite est aujourd'hui inacceptable. On a presque affaire à un nouveau droit de l'homme, la mobilité pour tous et chacun sa mobilité. Le paradigme de la mobilité se décline, au niveau des usages, selon 7 dimensions relatives à l'individu, le temps, le corps, les lieux, les autres, l'environnement et les valeurs. L'émergence de la personne mobile. L'individu concepteur et coproducteur de sa propre mobilité. Le règne du voyageur moyen s'estompe. La segmentation fine par type d'usage, habitué, occasionnel, a complexifié la représentation, mais surtout le renversement auquel on assiste à présent. Les habitués deviennent globalement minoritaires. Dans le nouveau paradigme de la mobilité, les choses sont claires. La mobilité est individuelle, au sens où chacun conçoit et construit sa propre mobilité, son cocktail mobilité, disent les Québécois. La formule est de Michel Labrec, selon ses besoins, ses capacités socio-économiques et cognitives, l'offre et les services qui lui sont proposés. La mobilité, un droit et un devoir. La mobilité est parfois présentée, FHR, comme un droit social au sens propre puisque sans elle, les autres droits, santé, école, justice, ne sauraient être exercés réellement. Comment aller à l'hôpital, sans moyen de déplacement effectif? Mais la mobilité est tout autant une imposition sociale. Nul ne saurait appartenir à la société contemporaine, y travailler, y assurer ses devoirs citoyens sans une capacité de mobilité. Il appartient à chaque individu de bouger, de se bouger, d'apprendre à être mobile. La mobilité comme compétence est l'empowerment du voyageur. On ne naît pas mobile, on le devient, dès Laos. Le petit humain doit même apprendre à marcher. On apprend le vélo, on apprend à nager, à conduire une automobile. La compétence, technique aussi bien que sociale, à l'usage d'un réseau multimodal urbain, s'apprend elle aussi. D'autant qu'avec la diversification de l'offre et la croissance des occasionnels, la compétence moyenne relative des voyageurs tend à diminuer. Le service se définit de plus en plus comme empowerment du voyageur, non plus seulement transporter, mais donner aux personnes les moyens de maîtriser, d'optimiser, d'organiser leur propre mobilité selon leurs propres critères. De nouveaux rapports au temps. Dans l'approche classique, le temps intervient à travers les notions d'horaire, de ponctualité, de régularité, de vitesse, les valeurs associées étant la prédictibilité et le gain de temps. Le nouveau contexte élargit considérablement ce rapport au temps. Du temps-distance au temps-substance. Le temps du paradigme classique est un temps-distance, soit un équivalent d'espace modulo une vitesse, à la manière de l'année-lumière. On peut parler d'heure TGV, Lyon est à 2 HTGV de Paris, et pourquoi pas de minutes métro. Ce temps est vide de contenu, c'est pourquoi il est homogène, le même pour tous, donc additionnable,
donc propre au calcul de l'économie des transports. En vérité, il s'agit moins d'un temps que d'une perte de temps, la seule façon de le gagner est de le réduire par accroissement de vitesse. Il y a bien sûr un autre temps, substance sensible, actif et chargé d'affect. Le transport a de plus en plus affaire aux combinaisons de ces deux temps, le temps, distance que l'on gagne en l'abrégeant et le temps, substance que l'on gagne en le prenant, en le remplissant. Les nouveaux métiers de la mobilité mêlent ceux du transport et de l'hôtellerie. En ce sens, la croisière est un archétype du transport de l'avenir. Du temps prévu au temps réel. Si l'horaire a été l'outil essentiel d'organisation temporelle du voyage, les technologies qui, par exemple, permettent d'afficher l'heure des prochains passages en station créent un nouveau rapport au temps. Changement considérable car il libère le voyageur d'une aliénation. Attendre sans pouvoir choisir en connaissance de cause s'il est préférable de changer d'option ou pas. La notion d'attente dans ce qu'elle a de pénible, patienter, tend à se dissiper ou à changer de nature. Elle devient un temps de transition utilisable dans la mobilité quotidienne. Du temps homogène aux rythmes urbains. Le transport a longtemps vécu sur la fiction d'un temps uniforme, les différences le long du jour ou de l'année étant ramenées à de simples variations de trafic. La mobilité nocturne commence à être considérée dans ses différences de nature avec la mobilité diurne, en termes d'attente, de comportement ou d'ambiance. Les enjeux socio-économiques de la nuit sont désormais importants, même si l'on est encore loin de la ville 24h24. En outre, l'attractivité des villes passe par l'organisation de grands événements, nuits blanches, Jeux olympiques. La performance des systèmes de transport intègre leur capacité à assurer ces mobilités événementielles. Il faudrait ajouter à cette brève liste des nouveaux rapports au temps, le temps qu'il fait. Le vélo offre une bonne illustration de son importance, ses usages y étant très sensibles. De fait, l'information météorologique devient une composante du management de la mobilité. De nouveaux rapports au corps. Une mobilité bonne pour la santé. L'importance de l'activité physique comme facteur de bien-être et d'hygiène de vie est désormais reconnue, en particulier pour les personnes âgées. C'est à peine une boutade de dire que désormais la multimodalité est une prescription médicale, puisque la faculté de médecine nous enjoint désormais de marcher au moins une demi-heure par jour, de faire du vélo, de monter à pied quelques escaliers. En fait, on commence à comprendre que la mobilité urbaine elle-même, dans sa multimodalité aujourd'hui bien comprise et dans son adhérence au tissu urbain, est un formidable outil de développement personnel. La mobilité, c'est bon pour le corps, mais aussi pour le cerveau, pour l'enrichissement de la vie sociale, culturelle, relationnelle. Une mobilité confortable. Le confort, y compris dans sa relation avec l'idée de luxe, a longtemps été plutôt attaché au lieu, la maison, plutôt qu'au mouvement, et à la sphère privée, l'automobile, plutôt qu'à la sphère publique. L'évolution actuelle tend à rééquilibrer cette situation. On peut en outre s'attendre à ce que les progrès remarquables du design dans le champ culturellement dominant des terminaux mobiles, iPhone, influencent les autres champs de la mobilité. Plaisir et mobilité, le rôle des émotions. Qu'il s'agisse d'apprentissage, de mémorisation, d'orientation dans l'espace, le facteur plaisir des plaisirs est constamment là, soit pour perturber, soit pour dynamiser les performances du cerveau et lutter contre le vieillissement. L'arrivée de nouveaux matériaux et outils, textiles intelligents, modulation fine des ambiances lumineuses et sonores, etc., et l'émergence de la mobilité comme temps fort de la vie urbaine font du plaisir mobile un champ d'innovation. Un seul exemple, la notion de glisse qui, des pentes enneigées, est passée dans le champ urbain sous la forme du roller, du segway, du vélo. De nouveaux rapports aux autres. La mobilité est le mode de vie contemporain. Nous vivons mobiles. Il est devenu banal de travailler en train ou en avion. Il y a depuis longtemps des romans de gare, et l'on voit apparaître des formes littéraires adaptées à l'écran des téléphones. Il y a des formes amoureuses propres aux situations de mobilité, même si elles ne sont pas aussi mythiques que celles du Titanic ou de l'Orient Express. L'amour mobile. L'image convenue du métro oscille entre l'indifférence et la méfiance de tous à l'égard de tous. Cette image est réductrice. Il y a aussi des coups de foudre dans le métro. Le romanesque propre au métro a des caractères particuliers. Il est speed, rythmé, fait de séquences hachées,
C'est un mélange d'imaginaire et de réel, m'a-t-elle vraiment souri? Il est fait d'éléments microscopiques mais en grand nombre. La vie sociale du métro est pour l'essentiel faite de plancton relationnel, invisible tellement chaque unité est petite, mais dont la masse cumulée est énorme. Le métro est un univers de regards, furtif ou périphérique, mais bien réel. On jette un coup d'œil sur le journal de son voisin, on ajuste sa posture corporelle en fonction d'autrui, etc. Nuage de communication non verbale qui se précipite, à l'occasion d'un événement catalyseur, incident ou autre. Coprésence, flash mob et foules intelligents. Il aura fallu attendre Internet, et le Web 2.0, pour admettre que la foule, dans ses interactions et pas seulement comme flux ou audience, peut avoir une valeur. Foule intelligente, connectée, smart mob équipée de smartphones. Sans tomber dans l'angélisme, on peut commencer à considérer la foule comme une ressource. D'ailleurs, la question des foules sous l'angle de leurs interactivités, de leurs intelligences, est le cadre indispensable à de nouvelles approches de la sécurité publique. Coprésence et récurrence constituent un potentiel de ressources, présent dès l'origine dans le métro, que les NTIC et les pratiques sociales correspondantes permettent de percevoir et de valoriser. De nouveaux rapports au lieu. Dans l'ancien paradigme, transport signifie déplacement, c'est-à-dire aller d'un point à un autre, de place en place, d'une origine à une destination. C'était admettre qu'il n'y a de vie, d'activité que dans des lieux où l'on habite, mange, travaille, se distrait, étudie, etc. Le déplacement n'ayant d'autre fonction ni signification que de relier ces lieux. Il ne serait alors rien en lui-même, rien d'autre qu'une contrainte, un coût qu'il faut réduire autant que possible. Dans cette conception, les lieux de vie précèdent le mouvement qui les relie, et par conséquent le temps de transport n'est qu'une perte de temps et les espaces de transport des non-lieux, Marc Auger. Cette vision des choses est clairement insuffisante. De la desserte à la requalification urbaine. La création d'une ligne de tramway s'accompagne fréquemment de travaux de requalification urbaine, intervention de façade à façade, complétée d'aménagements, pistes cyclables, végétalisation et d'éléments artistiques. Le tramway a souvent été le vecteur d'une nouvelle identité urbaine, plus verte, sereine, novatrice. Cela rappelle qu'entre lieu et mouvement, il y a fécondation réciproque. De l'origine-destination au lieu comme étape. Plutôt que de considérer que nous sommes des sédentaires qui de temps en temps se déplacent, il serait plus exact de nous voir comme des êtres de mouvement, dont la mobilité est l'état normal et qui de temps en temps s'arrêtent, se posent pour mieux rebondir. De ce point de vue, tout lieu est un lieu d'étape, d'escale. Les gares et stations, les lieux de mobilité en général sont des lieux emblématiques de la société contemporaine. Du frottement à l'adhérence. Dans le paradigme du transit, l'idéal est la fluidité absolue, soit un mouvement dans le vide. Visage positif du frottement, l'adhérence est aussi ce qui porte le mobile, comme l'avion, et le relie au milieu urbain de multiples façons. Si la recherche du maximum de vitesse a longtemps conduit à réduire ou à négliger les modalités de l'adhérence, y compris les gares et les stations, on redécouvre aujourd'hui son intérêt. Les modes à forte adhérence, comme la marche à pied, ont des vertus que n'ont guère les modes à adhérence faible ou discontinue, avion ou train. Dans le paradigme de la mobilité, l'adhérence ou reliance territoriale est une ressource. De nouveaux rapports à l'environnement. Mobilité et développement durable, au niveau individuel. Il est clair que les choix de mobilité, et ceux associés, de localisation des activités, intégreront désormais la dimension énergétique. De tsunamis en canicule, de tornades en crise alimentaire, la prise de conscience publique a eu lieu. En matière de mobilité, le grand public prend conscience des conséquences globales des choix individuels. Le renouveau du vélo et de la marche, l'intérêt croissant pour les voitures propres reflète une évolution des mentalités. La question du choix modal et de la possibilité de l'influencer par la pédagogie, l'information ou la communication engageante, est un champ d'innovation. La valeur de la mobilité, du transit à la reliance. Les nouveaux usages vont affecter, voire bouleverser, l'idée que nous nous faisons de la richesse créée par un système de transport. À quoi sert la mobilité ? Quelle est son utilité ? Que rend-elle possible ? Qu'est-ce qu'elle induit ou facilite ? Quel profit tel ou tel acteur peuvent-ils y trouver, y créer ? On peut dire en synthèse,
que la valeur de la mobilité sera de plus en plus comprise en termes de reliance plutôt que de transit, ou, pour être plus précis, comme création de liens, de prise et de chance, plutôt que comme pur et simple franchissement de distance. Vite et loin ne pourra plus constituer la valeur unique ou dominante de la mobilité. Les effets sur ma santé et sur mon activité, sur les territoires traversés, sur la planète, compteront de plus en plus. La notion de reliance proposée ici emprunte son sens à plusieurs sphères d'expérience et de savoir. Celle des réseaux sociaux, relancée et accent aigu interprétée par le développement d'Internet avec les notions de lien, connexion, contact, communauté, etc. Celle de l'écologie de la perception et son concept d'affordance, Gibson, parfois traduit en français par prise. Celle, d'origine littéraire et sociologique, Merton, de sérendipité. Ce terme désigne le fait de tomber sur quelque chose qui nous intéresse au moment où l'on ne s'y attendait pas. La reliance ne s'oppose pas à la valeur transit. Franchir des distances, ça sert bel et bien à créer des liens. La question est seulement, quels liens en quantité, en variété, en qualité ? Peut-être un jour évaluera-t-on un système de transport comme on le fait aujourd'hui d'un site web, au nombre de contacts qu'il induit. Pour fonder de nouvelles possibilités d'évaluation quantifiée, il faudra faire évoluer les indicateurs. Dans le cadre actuel, les indicateurs de valeur du transport se formulent en V.km, voyageur-kilomètre, et en kilomètre-h, kilomètre-heure, ou en combinaison de ces trois éléments, débit, kilométrage, vitesse. Dans tous les cas, le kilomètre, c'est miles que les compagnies aériennes nous offrent en proportion des miles que nous effectuons, quelle addiction, est au numérateur des indicateurs. Dans le paradigme de la reliance, on aura aussi besoin d'indicateurs qui mettent le kilométrage au dénominateur. Il s'agira d'évaluer un service mobilité par le nombre de contacts ou d'activités, opportunités qu'il permet par kilomètre. C'est-à-dire de valoriser la mobilité comme milieu propice à de nombreuses opportunités. Quelques mots de conclusion toutes provisoires. La mobilité durable exige de l'innovation, une nouvelle forme d'innovation. Il ne s'agit plus en effet de rechercher la meilleure solution à mettre en place à tout prix. Les villes du XXIe siècle ont besoin d'une large variété de solutions. Lentes et rapides, à petites et grandes échelles, high-tech et low-tech, efficaces et porteuses de sens. Ce que l'on appelle dans le jargon du transport la multimodalité est en fait un principe fondamental d'écologie urbaine. De même qu'un écosystème naturel a besoin de biodiversité, un écosystème urbain a besoin de diversité de mouvements. Les solutions de la nouvelle mobilité sont systémiques. Elles intègrent les dimensions mobiles, véhicules, voies, vitesse, et immobiles, stations et gares, lieux, relations au territoire. Elles articulent le hard, matériel roulant, infrastructure, et le soft, information, cognition, service. Plus généralement, les nouvelles formes de la mobilité urbaine associent la technologie, l'intelligence sociale, l'urbanisme, les nouveaux modèles économiques et la création culturelle. Pour cela, nous avons besoin de la créativité des autres, les autres citoyens, les autres villes, les autres cultures. Ce n'est pas tant ou pas seulement de bonnes idées dont nous avons besoin. Une idée mauvaise ici peut être bonne ailleurs, mais d'idées différentes, diverses. La condition du développement durable, c'est l'écologie de l'esprit, comme disait Gregory Bateson. La culture est le partage des expériences, des savoirs, des émotions et des idées. L'amour mobile. Fragment d'un discours amoureux dans le métro. Frank Beau. Au cours de l'année 2007, nous décidons à l'unité prospective de la RATP de nous pencher sur le phénomène des petites annonces postées sur des sites internet spécialisés par des voyageurs ayant vécu quelque chose de fugace dans le métro. Quelque chose qui ressemble à de la séduction furtive. Une séduction bien connue qui pour chacun évoque quelque histoire intime, secrète, jamais racontée ou mythique, mais rarement étudiée en tant que telle. Si ce n'est qu'elle alimente bien des mythologies dans l'histoire du transport. À la prospective, nous pensons qu'il est important de se préoccuper des échanges sous toutes leurs formes ayant lieu entre les voyageurs ou à travers le transport en commun. Il nous semble que même si le sujet revient à chaque génération, quelque chose se joue par là, comme le pendant d'une vision futuriste actuelle du métro qui privilégie sans grand débat le paradigme de l'automatisation. L'automatisation renvoyant à l'idée d'un transport parfait, jamais en retard, propre et fluide,
le rêve de la téléportation urbaine. Mais l'amour dans tout ça? Extra ball. Quand tu es allé t'asseoir au 2e étage, je n'ai pas osé me mettre en face de toi, alors j'ai rien trouvé de mieux que de me mettre dos à toi, quel idiot. Le langage des corps. Sur le site paribulle.fr, je récolte 600 récits de coups de foudre, je les lis un à un. Je les brise avec le silex de la problématique en jeu, afin d'en dégager quelques atomes. Je les reclasse par genre, par thème, par type de récit. Il en ressort une analyse assez simple des modes de séduction mobile, et de l'usage du langage non-verbal en particulier. On y apprend que la séduction est omniprésente dans le métro. Le voyageur ne choisit pas sa voiture et sa place par hasard. S'il repère quelque proie, il va décider de se mettre en face, derrière, à côté. La position laisse se propager ou non un regard. Le regard est la prémisse de la séduction mobile. On ne peut que s'étonner dans ce lieu si dense que tant de regards soient là, qui ne se croisent jamais. Qu'on se le dise, les angles ne sont pas si nombreux. Regarder par la fenêtre plutôt qu'en face de soi, plonger ses yeux dans une lecture, produire un regard vague qui ne semble cibler personne, ce sont autant de stratégies d'évitement qui dissimulent à peine une pulsion partagée de la contemplation. La bataille des yeux. Des yeux chassent d'autres yeux. Entre deux corps qui viennent d'entrer, un interstice qui s'ouvre et se referme. Le regard prédateur peut être juste en face, à 1 mètre à 10 mètres. Dans les interstices du temps et de l'espace, un regard qui accroche touche dans le mille. Il produit le plus clair du temps de la fuite. Une tête qui tourne brusquement, des yeux dans la brume se réveillent et s'en vont. L'accroche d'un regard est toujours un événement. Un événement intérieur, comme une chose pointue qui vient vers soi. L'effet de la peur, de l'excitation, de l'étonnement, un mélange de tout cela. Il faut se mettre à la place d'un être regardable, et regarder. Plongé dans la foule, s'il ne sait pas fabriquer une peau de cuir, s'il ne jouit pas d'être ainsi contemplé, c'est avec des stigmates qu'il ressort, comme une cible mobile poursuivie par des flèches. Nous fabriquons tous un cuir contre les regards du fou, les regards du désir et de la convoitise qui ne nous sied pas. Ce cuir est un peu comme la bête humaine, mécanique, féroce et rustre du métro, finalement ajustable, car nul n'étouffe à jamais le regard propice. Orly, moi sur celui direction Nation. Nos regards se sont croisés plusieurs fois avant que je me décide à te sourire, puis que tu répondes à mon sourire. Lorsque le regard accroche, un événement a lieu. Soudain, un livre intérieur s'ouvre, qui va écrire à toute vitesse une aventure possible. Il m'a regardé. Il me plaît. L'aventure, si l'on accorde un instant d'attention à la situation, est évidente. Il n'existe pas de lieu urbain si bien apprêté à l'allumage d'un tel feu de forêt intérieure. Le regard du métro n'est pas un regard du passant. Il s'est posé, il peut prendre le temps de se reposer. La messe n'est pas dite comme avec les pas qui s'en vont, et le dos tourné de la rue. On continue de faire face au regardant, il va revenir. Tous les jours je te vois passer à Concorde. Ton sourire tendre m'inspire à jouer les plus belles des chansons d'amour. Ton regard me donne la joie de vivre. J'ai hâte de te revoir demain matin. Briseur de tabous. Quelques semaines avant d'écrire ce texte, je suis sur la ligne 1 et je croise le regard d'une femme bien plus âgée que moi. Elle me dévisage. Puisqu'elle me dévisage, je la regarde davantage que ces quelques millisecondes accordées à l'autre d'ordinaire. Ai-je eu l'intention de le faire ? Sincèrement, je ne crois pas. Les regards se parlent avant que la conscience ne dicte un mot d'ordre de là. Une limite temporelle et d'acuité a été franchie, comme si le regard était une perforeuse sans cesse en marche, qu'il ne faut pas diriger trop longtemps au même endroit, au risque de faire un trou. Son visage se brise comme une vitre. Elle me sourit. Je regarde le sol, puis je l'oublie. Quelques minutes plus tard, un objet m'est tendu. Je le prends pensant dans une autre milliseconde à un de ces petits mots de sourd-muet. C'est la dame en question qui s'échappe et me laisse dans les mains sa carte de visite, châtelaine d'origine allemande de la Seine-et-Marne. Ma compagne est là, sur ma gauche, ainsi que ma fille de 4 ans que la chasseuse n'aurait pas vue. Entre nous, une jeune femme de 25 ans peut-être qui a assisté à la scène. Je dis entre le tout haut et le tout bas que je me suis fait hameçonner. Je déchiffre la carte et la transmets à ma compagne. Pris dans la pièce qui se joue, nous nous en étonnons, nous en amusons. Je suis frappé que la jeune femme témoin se mette dans une posture de statue.
Regardant droit en face, elle fait mine d'ignorer les 3 immenses tabous piétinés devant elle. Une femme donne une carte à un homme plus jeune, l'homme sans grande gêne montre la carte à sa compagne, on explique cela à l'enfant. Que s'est-il passé ? Le métro est le théâtre de ces nanotragédies mobiles. Et de nos jours, Internet sert de plaque sensible, d'entonnoir pour ces expériences bien trop naines pour être honnêtes. Ce sont des atomes d'émotions et de liens possibles, sur lesquels repose l'interaction forte du monde, comme ces fameux gluons de la physique des particules qui font tenir ensemble les grands corps de l'univers. Les magies de la foule mobile. Reprenons. La première chanson de geste de la séduction mobile va du regard au sourire. Il m'a regardé, il m'a souri, il me plaît, c'est la révolution. Pourquoi est-ce plus fort dans le métro qu'ailleurs ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.